Dans Wissembourg, vidé, on a trouvé une truite pour Robert. Il en a mangé quelques bouchées, puis il a recommencé à parler. Il a parlé de la charité. Il avait entendu quelques périodes du révérend Père Riquet et il a commencé à dire cette phrase très obscure. Quand on me parlera de charité chrétienne, je dirai Dachau. J'ai découvert ce livre lorsque j'étais adolescente, mais je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. C'était trop difficile. La douleur de Marguerite Duras, ici lue par Anouk Grimbert, qui raconte l'attente et la résurrection de Robert Antelme, son compagnon revenu des camps de la mort en 1945. Trop difficile, trop violent, émotionnellement impossible de continuer cette lecture. Quand j'y réfléchis en audience, je me dis que je ne crois jamais avoir instrumentalisé l'émotion. Je ne crois jamais avoir joué avec, triché avec elle. Et je pense que l'avocat qui s'y essaierait serait très rapidement démasqué. Tout sonne très vite faux aux assises, mais pas seulement aux assises, dans la vie aussi. Et il faut rester authentique avec l'émotion. Sinon, on se laisse déborder par elle. Par elle, sa propre émotion, mais aussi par l'émotion des autres. Et là, inéluctablement, on prend le risque de la salir. Comment persuader, raconté par Marie Dosé, réalisé par François Test. L'audience est reprise. Épisode 3, provoquer l'émotion, une arme à double tranchant. Faites entrer le premier témoin. Duras assurait n'avoir aucun souvenir d'avoir écrit La douleur. Elle a raconté, est-ce que c'est vrai ou pas, qu'elle aurait découvert ce manuscrit dans une armoire des décennies plus tard. J'ai tenu, moi, lorsque j'ai commencé ce livre, jusqu'au retour de Robert Antelme, jusqu'aux premières pages de cette description clinique insupportable de ce qui restait de Robert Antelme, de ce que la folie des hommes avait réussi à faire de ce corps. J'ai lutté contre ma lâcheté, j'ai essayé, j'ai repris ce livre, mais je n'y suis pas arrivée. Je devais avoir 16 ou 17 ans et j'ai refermé La douleur. Plus tard, au hasard d'une nuit blanche bercée par France Culture, j'ai entendu Anouk Grimbert lire ce texte, en public je crois. La douleur a commencé à prendre corps dans sa voix et je me suis rendu compte au fur et à mesure de sa lecture qu'elle était comme moi, elle la supportait pas. Elle la tétanisait et moi ça m'hypnotisait. Je me suis sentie ligotée, incapable de résister et j'ai réussi à tenir jusqu'au bout. Dans mon souvenir, à un moment donné, les bruits s'éteignent et je le vois, immense, devant moi. Je ne le reconnais pas. Il me regarde, il sourit, il se laisse regarder. Une fatigue surnaturelle se montre dans son sourire, celle d'être arrivé à vivre jusqu'à ce moment-ci. À partir de cet instant précis, ce journal intemporel, comme l'appelait Duras, s'est transformé pour moi en une déclamation. Et il ne m'a plus jamais quittée. Devenue avocate, sa puissance m'a obsédée. Parce que j'entends plus ce texte que je ne le vois, que je ne le lis. Et encore une fois, ça, c'est la force du rythme et du souffle d'Anouk Grimbert qui, aujourd'hui, a fait de ce texte pour moi une obsession. Il y a un moment précis dans une audience criminelle où, à force de silence, de frustration, de douleur contenue, la cour d'assises devient un exutoire. Ce moment où l'émotion m'envahit, où je refuse de la retenir et de la dompter pour mieux la déverser, ce moment-là, à chaque fois ou presque, je repense à cette lecture de La douleur. Il y a cette urgence, cette violence émotionnelle qui va finir par arrêter le temps et faire accepter à l'autre la force émotionnelle d'un texte. Il avait voulu revoir la maison. On l'avait soutenu et il avait fait le tour des chambres. Quand il était passé dans la cuisine, il avait vu le clafoutis qu'on lui avait fait. Je peux en manger. Nous ne savons pas, c'est le docteur qui le dira. Il était revenu au salon, il s'était allongé sur le divan.
Son visage s'était recouvert d'une douleur intense et muette parce que la nourriture lui était encore refusée, que ça continuait comme au camp de concentration. Et comme au camp, il avait accepté en silence. Ces mots anodins, froids, cliniques, qui sont censés relativiser toute l'horreur de ce que Duras décrit, en réalité, eh bien ces mots la révèlent tout entière, cette horreur. Parce que même sauvée, la mort va continuer d'habiter et de ronger le corps d'Anthelme. Même sauvée, la mort va gagner en pouvoir. Elle va l'empêcher de se nourrir. L'émotion rassemble parce que elle ne véhicule aucune idée, elle ne se discute pas, elle ne se contredit pas, elle s'impose, elle est là. Mais elle doit naître de ce qu'il s'est effectivement dit dans votre vie ou à l'audience. Elle doit naître de ce qui a existé pour tout le monde. Elle doit prendre racine dans les mots des uns et des autres. La ligne est ténue entre l'émotion et le mauvais pathos, faites attention. La seule façon d'échapper à l'emphase émotionnelle est de s'accrocher à celui qu'on défend et de s'oublier. Alors, comment mobiliser l'émotion dans notre discours ? En restant bien accroché à ce qui, dans le sujet ou chez notre interlocuteur, nous a émus, et en laissant monter l'émotion en nous. L'émotion doit s'installer progressivement dans votre discours avant de s'arrêter, et souvent dans le silence, pour ensuite redescendre. J'ai réussi une fois, je crois, à emporter la cour d'assises sur un registre exclusivement émotionnel. Et je me souviens même avoir vu les magistrats pleurer. C'est l'histoire d'un gamin fou de théâtre qui rêvait de devenir comédien, qui travaillait dans un restaurant pour payer ses cours, et qui n'arrêtait pas de répéter devant tous ses collègues la scène de son film préféré, celle d'un singe en hiver où Gabin et Belmondo, ivres-morts, lancent à la cantonade. T'as raison, va. On n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon. Et lesquels, qui c'est qui va les payer? Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. Un soir, des gamins de son âge ont braqué ce restaurant. Le patron les a coursés, et celui que je défendais, le gamin, a suivi le patron. Une bagarre a éclaté en pleine rue. Le gamin a tué un des braqueurs d'un coup de couteau. Le braqueur avait le même âge que lui, il était à peine majeur. 2-3 ans plus tard, le gamin a été jugé, il avait évidemment arrêté le théâtre, il était plus que l'ombre de lui-même. Et puis il attendait surtout ce verdict, qui risquait de l'envoyer des années en prison. En fait, il ne rêvait que d'une chose avant d'être incarcéré, c'est aller à Tigreville, là où son film fétiche avait été tourné. Alors j'ai plaidé ce rêve. J'ai plaidé ce rêve avorté à 20 ans. Je l'ai imaginé parcourir les rues de Tigreville, s'arrêter dans ce café, où Belmondo boit seul et s'enivre jusqu'au petit matin. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exister à côté de lui ce gamin mort par sa faute. Je les ai fait tous les deux déambuler dans ces rues, l'un jouant bébelle, l'autre Gabin, les mêlant l'un l'autre parce qu'on a tous les mêmes rêves à 20 ans. Et j'ai surtout plaidé que c'était le seul moyen pour ce gosse de s'autoriser à vivre. Celui qu'il avait tué, il l'emmènerait partout, et jusqu'à la fin de sa vie. L'émotion a rassemblé à cette audience, j'en suis persuadée. Il faut convoquer des images jusqu'à obséder ceux qui vous écoutent, comme Duras a convoqué le corps décharné de Robert Anthelme. Mais il faut aussi, comme dans la douleur, que le récit progresse en intensité émotionnelle, ou en tout cas ne stagne pas et ne se répète surtout pas. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si la douleur est un journal divisé en plusieurs parties. Il y a d'abord la violence émotionnelle de savoir l'être aimé mort, ou en tout cas d'en être persuadé. Puis, dans un second temps, la violence émotionnelle de le savoir vivant et de devoir l'attendre en imaginant le pire. Et enfin, la violence émotionnelle de ne pas réussir à nourrir ce corps et de voir grandir la mort en lui malgré son retour. L'émotion ne tient qu'à un fil. Et votre discours peut faire mourir l'émotion si vous la répétez, si vous tournez autour, si vous radotez ou si vous tirez l'émotion comme sur un fil à l'excès. Je me souviens de la plaidoirie d'un confrère qui nous avait tous saisis dès les premiers mots. Personne ne le connaissait et personne ne s'attendait à une telle intensité. Il a pris tout le monde à la gorge sans crier gare. Et au bout de 10 minutes à peine, il a tout esquinté, absolument tout. Il tournait en rond,
il se répétait et il a fini par réduire en miettes tout ce qu'il avait construit en 10 minutes. Le registre émotionnel n'est pas qu'une suite de fulgurances, ne vous trompez pas. Il se construit à la virgule près et il doit être parfaitement maîtrisé. J'ai parfois senti, comme vous nécessairement, que j'allais trop loin. Que les jurés avaient peur de l'intensité émotionnelle qui leur était balancée comme ça. Que certains commençaient à s'en défier, à se fabriquer des mécanismes de défense, que c'était trop. À ce moment précis, faites attention. Il ne faut surtout pas passer en force. Il ne faut pas faire demi-tour non plus. Vous devez vous arrêter. Votre émotion ne doit jamais paralyser votre auditoire, mais l'élever, l'obliger à affronter ce que vous dites. Elle ne doit pas susciter un rejet ou une méfiance. Sinon, vous avez perdu la partie. Ils vont avoir peur que vous les manipuliez. Parce que l'émotion est aussi l'instrument idéal de la manipulation, faites bien attention. Si une virgule de votre discours semble insincère, votre auditoire va s'y engouffrer pour se délester de la charge émotionnelle qui pèse sur lui. Ce que j'ai toujours pensé, c'est que le registre émotionnel est le plus périlleux et le plus dangereux qui soit. Et maintenant, à vous de jouer. Choisissons une photo qui fait l'actualité, celle des inondations dans le nord de la France. Vous avez une maison vide, noyée sous les eaux, des meubles surélevés, et puis une famille dévastée qui regarde ce que fut le lieu de vie familiale. Imaginez que votre interlocuteur ne peut pas voir ces images. Vous êtes son seul relais. Vous avez accès aux images. Comment allez-vous les décrire pour convoquer la tristesse de cette famille ? Pour que votre interlocuteur ressente cette tristesse et ressente jusqu'à la colère qui, nécessairement, atteint cette famille. Il arrive que l'auditoire soit votre adversaire et l'émotion ne va pas suffire à le déstabiliser. Vous allez devoir le démasquer pour y parvenir. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.